amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique « Je lis, donc je suis », nous avons invité un grand écrivain que vous connaissez, puisqu'il s'agit de Christian Combaz. Bonjour Christian. Bonjour. Christian, avant de faire ses chroniques de campagnol que vous aimez tant, Christian est un écrivain qui a déjà une grande œuvre derrière lui, dont je connais un certain nombre de romans et de pamphlets, puisque vous avez toujours été un pamphlétaire. Un défaut, c'est un défaut pour un écrivain, mais c'est tellement plaisant. Non, il y a beaucoup d'écrivains qui ont été des pamphlétaires, donc ça doit être inscrit dans le... L'écriture est une arme ? Un peu. Enfin, en ce moment, c'est la guerre, donc il vaut mieux se munir de quelques armes. Oui. En ce moment, c'est la guerre. Et qui est en danger ? Écoutez, c'est d'ailleurs un peu l'objet de ce petit livre. Marianne ? Oui. La France ? Non. Ce qui est en danger, c'est la génération dans laquelle j'ai été élevé et ses valeurs, surtout ses valeurs. J'ai été élevé parmi les jésuites, dans une France qui n'existe quasiment plus, enfin elle existe dans nos cœurs, et que je soupçonne être la vraie France. On ne peut pas dire que la France des bronzés soit la vraie France. La France du splendide n'est pas la vraie France. Ce que Macron semble croire, puisqu'il nous dit carrément que cette France de la déconne, quoi, en quelque sorte, c'est la France d'aujourd'hui, qu'il faudra faire avec. Mais je suis désolé, nous sommes une poignée à ne pas vouloir faire avec. Et pourtant, on n'est pas spécialement des gens tristes, ni rouspéteurs, ni vitupérants, ni maussades. On sait rire aussi, mais on ne sait pas déconner. C'est pas notre vocabulaire, c'est pas notre tasse de thé, comme on dit. On n'a pas été du tout éduqués à ça. Oui, puis il y a des choses qu'on respecte, il y a des choses dont on ne parle pas. Nous ne sommes pas bégols, nous ne sommes pas naïfs, mais nous sommes respectueux des autres, respectueux d'un certain nombre de choses. Je me souviens d'un collègue du Nouvel Obs, donc on peut appeler ça un collègue, qui avait titré à propos d'un de mes livres il y a 30 ans, « Le jeune homme qui ne rit pas dans les cimetières ». Et c'est vrai. C'est une honte. C'est une honte. À l'époque, ça me définissait tellement que... C'est une honte de ne pas rire dans les cimetières. Comment vous vous définiriez ? Et je lui ai dit ça. Et il a trouvé ça tellement scandaleux qu'il l'a mis comme titre de son article. C'est fou. Ce qui est très intéressant, c'est que ça rappelle le titre. Vous avez été, comment est-ce que l'on dit, responsable d'instituts culturels. Oui. Et il y a un artiste qui vient vous proposer un projet qui s'appelle « Démons et le monde à l'envers ». Oui, alors ça, c'est pas tout à fait ça. Vous concentrez à deux choses. Oui. Il y a un attaché culturel célébrissime, je peux citer son nom, il s'appelle Antonin Baudry, qui est l'auteur de la bande dessinée Quai d'Orsay, qui a été primée à Angoulême. Dont on a fait le film ? Dont on a fait le film, oui. Qui dirigeait donc le secteur culturel à Madrid, où j'étais alors, et qui avait une association culturelle qui représentait l'action de la France en matière culturelle à Madrid, qui était Démons ou le monde à l'envers. Oui, ce qui est quand même très significatif, tout de même. Alors, votre expérience « Portrait de Marianne avec un poignard dans le dos », qui est un titre très amusant et finalement très vrai quand on vous lit, et puis quand on a l'expérience, quand on a entendu parler des instituts culturels, ceux qui restent, parce qu'en fait on en a supprimé beaucoup. Oui, il n'y a plus d'argent. C'est probablement la dernière ligne droite. L'une des raisons pour lesquelles ils restent, c'est une raison purement économique, c'est qu'ils servent au fond de relais à des opérations qui sont purement commerciales. Je le sais puisque j'ai dirigé celui de Milan, où il y a un gros tissu d'échanges commerciaux avec la France. Et une opération culturelle sur deux était liée aux automobiles Peugeot, etc. Donc on n'a plus rien de... On n'a plus rien de culturel. Absolument. Alors, la première chose que vous dénoncez, c'est le remplacement des élites. Expliquez comment... Oui, alors le mot remplacement, évidemment, est un peu connoté en ce moment, mais le remplacement des élites, c'est le début de l'autre, puisque les élites qui nous ont fourgué le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est celles que je décris en train d'évoluer. Moi, j'ai été élevé chez les Jésuites sur la colline de Chaillot à Paris.
alors que je venais d'un milieu provincial, mais enfin, j'ai connu la France, la Rochefoucauld, ce genre de gens. Et en fait, j'ai vu toute cette France s'engouffrer dans l'étroit canal de la France, du Splendide, du lycée Pasteur de Neuilly, du pont aérien, littéralement, avec Saint-Germain-des-Prés, avec Canal+, avec toute cette France qu'on appelait tout à l'heure de la déconne, c'est-à-dire une France qui va sous les cocotiers, qui n'a plus d'obligations envers ses ancêtres, plus d'obligations envers rien, envers la langue. On le voit bien avec François Hollande qui en fait partie. Moi, François Hollande, je l'avais en face de moi à la bibliothèque à Sciences Po. Je vais vous dire, et à l'époque, avec sa tête, avec ses petites lunettes triangulaires, je n'imaginais pas qu'il allait présider au destin de la France, surtout pour la faire trébucher à ce point-là. Vous citez 15 lignes d'un discours de François Hollande, c'est angoissant. Mais c'est consternant de penser qu'aucune autorité, surtout pas l'Académie par exemple, ne se soit dressée contre un président aussi analphabète, contre son équipe capable de dire à la France entière, c'est vous qui aurez le dernier mot à AIENT, dans un tweet pour 4, 5, 10 millions de personnes. C'est ça la France dont nous sortons, et là c'est celle aussi dans laquelle nous sommes entrés avec Macron, puisqu'il est à peine plus lettré. Voilà. Donc je pense qu'on est évidemment au bord d'un précipice. On n'est pas encore entièrement tombé. On peut toujours se rattraper aux branches. J'espère y contribuer. D'ailleurs, entre parenthèses, je me permets de dire que ce livre a été censuré en bonne et due forme. Vous aviez un éditeur. J'avais un éditeur qui m'a donné quelque argent, qui a composé le livre, qui a composé la couverture que vous voyez et qui m'a d'un trait de plume rendu les droits, laissé la valoir en me disant débrouillez-vous. Et la couverture. Et la couverture. Et j'ai donc publié ce livre pas un compte d'auteur, je l'ai publié sur Amazon où il est disponible. Et ce livre marche très bien en ce moment. Alors, sans faire de la pub de manière un peu exagérée et un peu épaisse, je voudrais quand même dire qu'il y a des actes de résistance. C'est pas le prix qui va vous coûter, c'est 4 €, c'est rien du tout. Mais plus le livre... La version électronique. Voilà, la version électronique. Mais la version papier, elle vaut guère plus cher, elle vaut 8. Oui. Donc il y a vraiment, de ma part, un propos délibéré. Plus le transport. Non, le transport est gratuit. La chose qui est intéressante, c'est que mon idée, c'est qu'en baissant le prix énormément, j'en augmente la diffusion. Bien sûr. Et ça a l'air d'une leçon. C'est-à-dire que le système n'en parle pas ou n'en parlera pas. Oui, il faut se passer des intermédiaires médiatiques. Il y a un moment, si vous voulez, si jamais un brûlot de ce genre, un brûlot d'ailleurs assez calme, hein, mais enfin quand même ce que je raconte est assez pointu. Oui, il y a quand même quelques petits passages gratinés. Eh bien, si jamais ça se distribue comme un samizdat sous Brejnev, on va comprendre qu'on est entré dans une nouvelle époque de la pensée française. Et moi, je m'honore j'aimerais bien basculer du côté de Beaumarchais, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un autre exemple absolument effrayant, c'est cette lettre, cet ordre de mission que l'ambassade de Rome transmet aux autres instituts culturels en disant voilà la langue que vous devez défendre. Et quelle est cette langue? C'est la langue des stades, la langue de la rue. En plus, alors, il dit que là, je cite évidemment dans le livre la note de service in extenso, mais là il y a eu un condensé de sottise puisqu'il dit qu'il faut privilégier la langue des stades qui est plus masculine et plus énergique contre la langue correcte qui est plus féminine et sans intérêt donc. Très intéressant comme. Enfin bon, ce que je veux dire, la période que nous venons de traverser et celle que nous apprêtons à affronter est quand même marquée par une insignifiance au sens ça ne signifie plus rien. Terrible. Il faut absolument retrouver on vit en fait l'époque du sens contaminé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est très joli, très bon jeu de mots. Alors, comme vous êtes un écrivain, vous avez le sens des images. Il y a cette scène fantastique du drapeau français qui, par un coup de vent, va s'éloigner du cercueil de Mitterrand. Va glisser du cercueil verni de Mitterrand. Et cette scène qui se passait à Jarnac, tout le monde peut la voir sur Internet, personne n'y songe. Personne n'a songé. Et personne n'en tire un sens. Le vrai problème de notre société aujourd'hui, et je vais vous donner un exemple supplémentaire, c'est que ce n'est pas que les choses aient lieu, ce n'est pas qu'on sait qu'elles ont eu lieu, les images sont disponibles, mais plus personne ne les commente. Le drapeau français qui glisse du cercueil de Mitterrand pour finir à terre était un tel symbole qu'il aurait dû être repris par quelques-uns. Personne. D'autres choses n'ont pas été reprises, que je sache. Le fait qu'on ait appelé, je le dis dans mon livre, un groupe de rap français a appelé explicitement au meurtre des homosexuels dans une de leurs chansons. Ce groupe, Black M,
en était issu. Black M est allé chanter à l'Élysée il y a quelques mois. Oui, non. Mais pour sentir cela, il faut être un écrivain, si vous voulez. Ce n'est pas aux écrivains, en tout cas aux véritables écrivains, que le pouvoir médiatique est donné. On a des simili écrivains. Ils peuvent le prendre. C'est-à-dire que le problème des époques troublées, si vous voulez, vous ne décidez pas de qui monte sur l'arrière d'un camion pour haranguer la foule. En son temps, Jean Edernalier a essayé de le faire avec un porte-voix, mais on peut trouver des époques plus favorables que la nôtre pour le faire. Si vraiment une agitation se manifeste, il n'est pas impossible qu'une parole un peu plus solennelle et un peu plus agile que les autres ne finisse par décider les foules à faire quelque chose. Oui, absolument. Alors vous avez, jadis, écrit une histoire de Budapest et un pamphlet que j'ai bien aimé qui s'appelait « De l'Est, de la peste et du reste ». Vous pensez que l'Est est un rempart ? L'Est, déjà, a connu cet Est-là, c'est-à-dire la Hongrie, a connu un siècle ou quasiment d'occupation ottomane. Donc les écoles coraniques, tout ça, ils connaissent. C'est pour ça que quand l'Europe essaie de leur fourguer, il n'y a pas d'autre mot, de l'immigrant musulman de force... C'est de l'inconscience. Oui, c'est de l'inconscience historique déjà. Ils l'ont déjà fait avec la Serbie. Oui, mais alors, si vous voulez, ce qui est amusant, et là, vous me faites l'amitié, là encore, d'aller sur Internet, de commander à 3 € le petit livre que j'écrivais en 92, je disais à un ami hongrois, faites attention, car le système libéral va vouloir vous fourguer l'immigration, celle que vous ne voulez pas, la population que vous ne voulez pas, les usages dont vous ne voulez pas, et contre lesquels, historiquement, vous vous êtes toujours défendu. Et donc, je prévoyais la montée d'une extrême droite. Et 20 ans après, on y est. Voilà. C'est arrivé. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, ce qui m'étonne aussi, c'est donc l'inconscience du passé hongrois, le passé ancien, mais l'inconscience aussi du passé récent, parce que les Hongrois ont subi l'occupation soviétique. Ils ont tout subi. Et ils ont résisté. Enfin, il y a eu des scènes célèbres. Et l'Europe, en tout cas les fonctionnaires européens, ne comprennent pas que ces gens ont une écorce extrêmement solide, un pouvoir de résistance et qui n'a rien à voir avec celui d'un fonctionnaire européen. Donc, je n'arrive pas à comprendre cette méconnaissance d'un peuple. C'est-à-dire que le problème, c'est que des gens comme Macron, par exemple, qui sont des politiciens ripollinés, enfin vernis à tous les sens du terme d'ailleurs, donc c'est un politicien Toy Story, vous voyez, c'est une image de synthèse. Ce type-là ne peut pas connaître les vrais gens, et les vrais peuples non plus. Non. Or, la Hongrie est un vrai peuple, un vrai peuple dont il faut connaître la littérature pour s'apercevoir qu'ils ne peuvent pas aimer les musulmans du jour au lendemain. C'est impossible. Voilà. Alors, l'Europe a beau décider qu'ils le feront, ils ne le feront pas. Et Macron devrait en tenir compte. Macron, en fait, répète une espèce de doxa européenne sans aucun égard pour les gens à qui il s'adresse. Il va probablement le payer un jour. Hein. Oui, sûrement. Sûrement. C'est-à-dire que la négation du réel est toujours... C'est le pire des négationnismes. Oui, mais ça prouve bien que nous sommes entrés dans le monde de Bienvenue à Gattaca. C'est-à-dire que Macron est un drone. C'est un drone. C'est un clone et un drone. Un drone américain. Alors, on sent quand même, en vous lisant, je voudrais insister sur le style, on sent en vous lisant une certaine jouissance de l'écriture. Vous êtes heureux de trouver le bon mot et de trouver la bonne expression. Je pense à ces journalistes de gauche qui s'apitoient sur la misère des peuples, mais qui demandent à être surclassés dans l'avion. Ça, hélas, tout le monde a assisté à ce genre de choses. Et j'ai voyagé pour le compte du Figaro pendant 7 ou 8 ans dans les palaces avec des gens qui sortaient pratiquement d'un squat du 11e et qui venaient de Libé et qui gauchisaient tous les propos alors qu'on était au Hyatt de Sydney. Vous voyez, donc... On est là dans une espèce de mélange des genres invraisemblable. Si on est vraiment de gauche, si on est vraiment trotskiste, on ne va pas raconter les lambris du Hyatt de Sydney. Voilà. Bon, bref. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect d'engagement, il n'y a non plus aucun sens de la mesure. La mesure est une vertu classique. Oui. La mesure grecque. La mesure consiste à savoir trouver un équilibre, ce qu'avait assez bien fait la France de Pompidou.
les tendances de gauche, les tendances jaurétiennes, la gouaille de Coluche, tout ça était inclus dans la France de l'époque. Là, en fait, c'est ça que je reproche à la France d'aujourd'hui dans mon petit livre, là, c'est qu'on a basculé vers l'exclusion venue de la gauche. C'est-à-dire que la gauche friquée, la gauche Canal+, la gauche qui n'a pas de problème d'existence, a exclu l'autre en doublant la sévérité des contrôles techniques des voitures, en multipliant les règles, en disant vous n'avez qu'à suivre. Désolé, le peuple ne suit plus. Et il le prouve déjà. Il freine des 4 pieds, oui. Non, il ne vote plus déjà. Oui. Alors, est-ce qu'il subira ce que les gens, pour qui 14% des gens ont voté, est-ce qu'il subira ce qu'on essaie de lui imposer? Je ne suis pas sûr. Rien n'est moins sûr. Ouais. En tout cas, on l'espère, qu'il ne subisse plus. Et alors donc, la littérature, la pensée, la parole, peuvent être un moyen de dire « niet ». Niet. Il y a un moment où on dit « ça suffit ». Alors, pas forcément en jetant des pavés. C'est tout simplement en provoquant, là encore j'ai l'air de faire la pub, mais on est au-delà de ça. Non, mais en provoquant la faveur d'écrits de ce genre, ou ceux d'Onfray, etc. On distribue une pensée dissidente, surtout que si elle vaut 4 €, ça prouve bien que le but c'est pas de faire de l'argent, c'est de faire de l'audience. Et donc on a peut-être une chance, par exemple, d'être invité à un débat de LCI pour tenir le même genre de propos que ceux que je vous tiens en ce moment, qui n'a pas été le cas pour moi depuis 15 ans. Mon dernier débat sur LCI, ça devait être avec Marine Le Pen il y a 15 ans. Mais quand vous vous mettrez à rire dans les cimetières, ben oui. Christian, les choses iront mieux. Ça doit être ça qui me manque. Il faut vous entraîner. Il faut vous entraîner. Cette émission a passé très très vite, Christian Combaz, mais merci beaucoup. Je recommande ce livre parce qu'il est très très bien écrit et il est pétri d'informations tout à fait étonnantes sur des tas de choses et sur ce petit monde qui nous dirige ou qui croit nous diriger. Que j'ai traversé, je me permets de le préciser. Moi, je me suis déguisé en journaliste, disons, modérément de gauche pendant des années parce que mon pain en dépendait. Donc, je les ai tous fréquentés. Je sais comment ils vivent, je sais ce qu'a fait Pierre Berger, ce que faisait Jean Edernalier. J'ai dîné avec eux tout le temps. Donc, je le raconte, mais évidemment, je le raconte pas avec les mots qu'il faut. Absolument. Ni avec la vénération obligatoire qu'ils exigent. Merci beaucoup, Christian Combaz, et à très vite à Campagnol. Merci.